Et donc, lorsqu'on sort de ce système, la période de l'ère destourienne, malheureusement, n'a pas été suffisamment brutale pour instaurer un ordre différent. Donc, il y a une inclinaison favorable à l'affairisme bourgeois. Alors, ces affairismes bourgeois vont créer des relations de pouvoir au sein de l'élite et entre celle-ci et au sein de la population elle-même dans tout le tissu social, dans le tissu administratif, dans le tissu militaire, dans le tissu policier, basé sur la croyance à la narration dominante, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une fiction du pouvoir qui peut contrôler tout ce qui se fait en Tunisie. Toujours dans le mythe du miracle tunisien. Le miracle tunisien est opposé à ce qui se passe, surtout dans les autres pays africains où on ne réussit pas le miracle, et les pays du Nord mettant la Tunisie, pour des raisons touristiques, immobilières, etc., dans leur giron, comme partie intégrante du système global. Alors, il se crée très vite un chevauchement de créances douteuses, c'est-à-dire que la bourgeoisie tunisienne est elle-même une bourgeoisie endettée, qui fonctionne parce qu'elle est sous perfusion, mais qu'elle a accès au crédit. Alors, vous avez une relation d'échelle qui fonctionne sur un mode patrimonial, donc clientéliste, à l'échelle de la société, fondé sur un endettement toujours croissant, mais en même temps sur la possibilité de réguler cet ordre, donc qu'on considère immuable, c'est comme ça. Le bas de la société, ce qu'on peut qualifier des khubzistes, si vous voulez, le khubziste est finalement quelqu'un qui accepte sa condition d'un certain moment en notant que soit assuré un minimum vital. Et ce minimum vital est assuré par l'État de droit et l'État national bourgeois, sauf que cette marge se restreint à mesure qu'on a un problème démographique qui va en croissant et surtout une force active qui se multiplie, puisque l'État a la capacité de créer l'école, de créer une fonction publique, de créer des consommateurs. Le pouvoir de l'État parti, du RCD, fonctionne par un encadrement personnel et systématisé à tous les échelons du pays, donc de façon verticale et de façon transversale, basé sur le système de la surveillance, protection et délation, basé sur des mécanismes à la fois politiques et économiques dans tous les réseaux, donc infiltrant les syndicats et sommant toute activité dite contestataire de la rétorsion. Alors, à la grande différence de l'Algérie ou d'autres pays beaucoup plus brutaux en Afrique, il va y avoir très peu de morts d'hommes, mais il va y avoir des intimidations, des tortures, la filature, le salissage, etc., qui vont permettre à la fois de perpétuer le réformisme tunisien. Et il faut bien reconnaître qu'il y a eu une construction, c'est-à-dire quand on regarde les réalisations sociales dans le pays, il y a un immense progrès social par rapport à beaucoup d'autres pays. Malheureusement, les concussions et l'enrichissement illicite vont accaparer une bonne partie de la rente. Donc une bonne partie des argents sont accaparés par une classe État qui commence à grossir et qui crée un ressentiment social. C'est-à-dire que les gens voient la prospérité et elle est de moins en moins redistribuée. Donc le réseau clientèle lui-même se restreint. Ce qui amène et explique qu'une partie de la révolution tunisienne est aussi une révolution de palais parce qu'il est lâché par des gens même de son sérail qui ont de moins en moins accès au réseau d'affaires. Alors, on se retrouve dans des situations assez paradoxales où il y a un autre facteur à la fois culturel qui est la nature des relations interpersonnelles qu'il y a au sein de l'opposition et au sein des pouvoirs et au sein de la société. C'est une imbrication que mon séjour, hélas trop court, ne me parvient toujours pas à comprendre. Mais je peux le caricaturer en quelques mots simples. Si on regarde l'opposition tunisienne, on constate que ce n'est pas tant au niveau des doctrines et de l'idéologie que ces oppositions, qui sont actuellement en prolifération, s'opposent entre elles. Elles sont davantage, lorsqu'elles sont prégnantes, opposées au niveau d'éléments à caractère crypto-personnel, de différends qui auraient pu être facilement réglés, mais qui sont des contentieux qui ont pourri dans le temps ou qui ont été envenimés par toutes sortes d'intermédiations et qui, en fait, non seulement gangrènent littéralement la vie politique, mais sont confisqués par une génération qui a entre le milieu de la cinquantaine et la fin de la soixantaine. Or, cette génération qui confisque le jeu politique est actuellement bousculée par une jeunesse qui, elle, par contre, est en réalité dépolitisée. C'est-à-dire que ce que j'ai appris
tout à l'heure en expliquant le désengagement de l'État, a correspondu à une phase où on a dépolitisé les sociétés du tiers-monde. Et la Tunisie ne fait pas exception. Donc, les phénomènes de désengagement de l'État ont dépolitisé, ont contribué à dépolitiser la société, et la première victime vont être en fait les jeunes, qui par contre, par l'aspiration à la modernisation, vont reprendre les mots d'ordre. Donc liberté, égalité, liberté d'expression, accès à la consommation, etc. sont des revendications légitimes. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'une fois l'animosité et l'indignation arrivées avec l'événement de Sidi Bouzid, on a là l'équation fondamentale. On peut détruire un système, est-ce qu'on peut en construire un autre? Or, la difficulté de construire un autre repose sur le fait que la classe politique, qui, comme je l'ai dit, a confisqué le jeu politique, est elle-même anémiée par leurs relations interpersonnelles qui, évidemment, perturbent le jeu. Et ça va être très difficile à changer, à moins que cette classe ne cède sa place à celle qui vient. Et d'ailleurs, un des phénomènes assez intéressants lorsqu'on marche dans les rues de Tunis, c'est que ce voleur, j'allais dire ce voleur, en parlant de la question d'impunité, mais je vais y revenir, le voleur politique, celui qui a détourné, d'accord, et qui doit nécessairement être dénoncé, ne peut l'être dans toute son ampleur. On peut le voir sur plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que, symboliquement, le sacrifice de Bouazizi, qui demande un permis de vendeur à la sauvette, est démenti par les rues de Tunis aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez, les vendeurs à la sauvette sont la norme dans les rues. Donc le souk a débordé. Tout d'un coup, la Tunisie ressemble à tous les autres pays d'Afrique. C'est-à-dire que le système informel est là. Pourquoi le système informel est là? Pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que la leçon a servi. Deuxièmement, parce qu'il y a un bassin incroyable de jeunes, entre guillemets, roubsistes, qui ont compris qu'il est possible de monnayer les choses, mais parce qu'aussi le régime le tolère comme forme d'exutoire. Mais troisièmement, et surtout, parce que les réseaux affairistes ne sont pas partis et que les conteneurs arrivent toujours, et que ce n'est pas parce qu'on a décapité quelques-unes des têtes affairistes que le système lui-même va changer. Ceci n'est qu'une illustration symptomatique d'un phénomène beaucoup plus large, évidemment, que j'explique de façon très symbolique. Alors, il se crée une sorte de servitude volontaire, d'assujettissement, qui va poser un problème dans la mesure où le débat est faussé. Il est faussé par plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que, comme vous le saviez, on devait avoir une assemblée constituante qui a été repoussée. Donc, une grande partie de la diversion politique actuelle est basée sur le fait qu'on cherche à clarifier les règles du jeu. Donc, quel genre de régime politique on va avoir, quel genre d'assemblée, etc. C'est un débat essentiel et simple. Cependant, très vite, vous allez vous rendre compte, comme acteur politique, qu'on ne peut pas réinventer la roue. Qu'au fond, une fois que les quelques éléments sont amenés, il y a déjà un consensus sur le système. Le vrai débat, qui n'est toujours pas à l'ordre du jour, à mon sens, c'est le débat de projet de société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on construit? En d'autres termes, l'alternance est faite, quelle est l'alternative? Moi, évidemment, je suis venu prêcher pour ma paroisse. C'est-à-dire, je viens dire que, quelque part, le vieux rêve destourien de nature socialiste pourrait être ramené à l'heure parce que pour satisfaire les besoins fondamentaux de la base de cette société, pour permettre le rééquilibrage des régions, pour permettre à la Tunisie de rayonner, c'est vraiment dans une perspective progressiste que ça peut être fait. D'autres diront, non, 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 ce n'est pas possible. Au contraire, il faut que tout change pour que rien ne change, que l'ordre se reproduise selon le mode capitaliste, mais les industriels, les gens d'affaires véreux doivent être nettoyés, et la Tunisie, après tout, ne pourra pas changer. Et je crois que croire que le contrôle disciplinaire et le contrôle réciproque de la société qui servait de ciment ne partira pas d'un seul coup, et plusieurs indicateurs d'ailleurs viennent m'interpeller sur ça. Et là je fais un peu de coca-là, mais juste pour vous dire comment c'est à la fois complexe. L'une des expressions les plus claires actuellement, c'est la question de la liberté d'expression. D'accord? Vous l'avez obtenue, et donc on a une haute autorité de l'information. Cette autorité, je peux donner un exemple très simple, qui est par exemple l'exemple de la radio Kalima, qui est une radio radicale, au fond, on le sait, un peu questionnable sur sa déontologie, puisque c'est une radio activiste, d'accord, mais qui a eu à confronter l'ancien système et qui, jusqu'à présent, n'obtient pas son récépissé, mais officiellement, en tout cas, ne l'a pas obtenu. Je crois qu'on sait qu'il y a une recommandation du Haut Conseil.
le Premier ministre tarde à donner l'autorisation. Donc, la question qui arrive à tout observateur, qu'il soit national ou extérieur, c'est est-ce qu'il y a vraiment une indépendance du Haut Conseil ou est-ce que le gouvernement de transition continue de dicter les recommandations? Si cette radio, par exemple, a des problèmes fiscaux ou des commanditaires qui seraient louches, il faudrait que l'autorité publique le dise. Parce que si elle ne le dit pas, la rumeur enfle. Et vous n'avez pas le luxe de vous permettre une rumeur, puisque la prochaine étape, ça ne va pas être la radio, ça va être la télévision, etc. Donc, ça, ce n'est qu'un des nombreux exemples qui peut toucher. Je peux en donner d'autres. La façon expéditive par laquelle Ben Ali a été jugé montre qu'en réalité, c'est toujours une patate chaude, parce que les instructions de cette nature devraient plutôt se faire sur un mode très long, avec des témoignages en série, etc. Or, à ce moment, la chaîne de commandement, les chaînes de ramification des réseaux de clientèle seraient effectivement exhumées, ce qui n'est pas encore le moment. Alors, il faut faire très très vite et faire une justice pour le moins expéditive, parce que ce serait la façon de régler le problème. Je peux donner plusieurs exemples dans la période de questions sur ces phénomènes qui sont évidemment très très préoccupants. Alors, pour moi, il ne peut pas y avoir de solution, il ne peut pas y avoir de révolution effective si quelques conditions ne sont pas réunies. La première, c'est la question de l'impunité. L'impunité, ce n'est pas une question simplement juridique. C'est une question politique, c'est une question économique, c'est une question sociale. C'est un problème éthique d'humanité très simple. Alors, sur cette question, il est bien sûr important de revenir sur l'impunité elle-même. Je ne le dis pas parce que je lutte contre l'impunité avec un collectif d'avocats, comme vous le savez, je le dis parce que vous savez pertinemment vous-même que tant qu'il existera des gens qui ont torturé, qui ont intimidé, tant qu'il y aura cette question de disparus, tant que les gens qui étaient au ministère de l'Intérieur sont toujours plus ou moins aux commandes des affaires, tant et aussi longtemps que ceux qui se sont enrichis de façon illicite peuvent tirer leur épingle du jeu, il y a une hypothèque sur la suite des événements.